Bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Paris, Grand Palais, Forum international du bois construction 2026. Et avec mes trois invités, nous allons parler fooding. Enfin, on va parler d'un bâtiment pour fooding. À côté de moi, Clément Rabourdin. Clément, bonjour. Bonjour. Clément, vous êtes architecte, atelier A+. Vous nous présentez l'atelier A+, rapidement ? Oui, tout à fait. Les ateliers A+, donc c'est un cabinet de maîtrise d'œuvre qui comprend des architectes, des ingénieurs fluides aussi, des économistes et des coordinateurs de travaux. Donc c'est une grande famille, on est à peu près 120 collaborateurs entre Montpellier, Toulouse, Paris, Nîmes. Et notre force, c'est cette pluridisciplinarité, ces nombreux métiers pour accompagner des maîtres d'ouvrage non sachants sur des très beaux projets comme aujourd'hui. Alors, c'est vous qui êtes à l'origine de ce beau projet. Cyril Bertrand, c'est ça ? Oui. Bonjour. Cyril, bonjour. Cyril, vous êtes directeur du CRIT. C-R-I-2-T. Qu'est-ce que c'est que le CRIT ? Alors, le CRIT agroalimentaire, c'est un centre technique d'appui aux entreprises agroalimentaires de la région sud. Et on a décidé de construire ce bâtiment Foodin. Alors, Foodin, c'est le réseau d'appui et des entreprises agroalimentaires de la région qui rassemble le CRIT, certes, mais aussi la fédération, l'ARIA Sud et l'IFRIA Sud. Donc, ensemble, on travaille au service des entreprises agroalimentaires. Voilà, et on va voir le bâtiment que vous avez construit. À côté de vous, le constructeur, Gilles Landerer, c'est ça ? C'est ça. Gilles, bonjour. Vous êtes le PDG de la Scope Triangle. La Scope Triangle, qu'est-ce que c'est ? La Scope Triangle, déjà c'est une coopérative, une Scope Triangle, entreprise qui a été créée en 1982. On est une entreprise de construction, structure bois, couverture zinguerie, basée entre Aix et Marseille. 48 salariés, 8 millions de chiffre d'affaires, bureau d'études intégrés, atelier de préfabrication et bien sûr nos équipes de pose pour l'ensemble des projets que l'on étudie et que l'on réalise. Voilà. Alors, on va partir avec vous. Et quels étaient les besoins et comment êtes-vous parti sur ce bâtiment ? Alors les besoins au démarrage, c'était de travailler ensemble. Donc on avait un projet collectif, on travaille beaucoup depuis longtemps ensemble, ARIA, CRIT, IFRIA, dans le réseau Foodin. Et on avait l'ambition de créer un totem agroalimentaire, donc un lieu au service des entreprises agroalimentaires de la région, mais qui soit exemplaire, notamment en termes environnementaux. Donc, c'est un lieu pour les entreprises, hein, c'est pas un lieu ouvert. C'est un lieu ouvert aux entreprises. Ouvert aux entreprises. Voilà, c'est pour les entreprises, alors qui sont beaucoup des TPE, PME dans l'agroalimentaire sur la région sud. On a à peu près 1200 entreprises de ce secteur-là dans la région. Et donc dès le départ, on a voulu un projet exemplaire, notamment sur l'aspect environnemental. Et dès le départ, avant même de choisir les architectes, on avait cette ambition, et notamment cette ambition qui s'est greffée sur le référentiel BDM, bâtiment durable méditerranéen, qui nous a servi de fil rouge tout au long du projet, qui nous sert encore de fil rouge d'ailleurs sur la phase exploitation, pour être dans les meilleures conditions et montrer qu'on peut construire durable à un prix correct et montrer que ces bâtiments industriels et tertiaires peuvent être en bois avec des solutions biosourcées très nombreuses. Avoir de nombreuses qualités. Vous aviez besoin de regrouper les entreprises, c'est ça ? Donc on est parti principalement dans du tertiaire, avec des bureaux, avec... expliquez-nous un peu vos besoins. Oui, le rez-de-chaussée du bâtiment est un lieu de formation pour les entreprises agroalimentaires où on va retrouver des espaces qui permettent de former à tous les métiers de l'agroalimentaire, de la recherche et développement, à la production, en passant par la logistique, la commercialisation des produits, etc. Donc là, c'est notre plateforme qui s'appelle Foodin, c'est le Foodin Lab. Et ensuite, le premier étage, ce sont les bureaux des équipes du réseau Foodin, donc ARIA, CRIT, IFRIA. Et on a aussi des partenaires qui sont locataires, la Pessita, notamment Bio de Provence, et VIF, un éditeur de logiciels. Donc une forte demande environnementale dès le départ. Hein. Oui, tout à fait. Pourquoi Parce que, alors, c'est une conviction personnelle, c'est une conviction de nos structures, qu'il faut arriver à être... performant et durable. Et pour être performant maintenant, il faut être durable parce qu'on ne pourra pas être performant dans 10-20 ans si on n'a pas intégré les dimensions des problématiques environnementales et climatiques, par exemple. Donc dès le départ, on voulait montrer notre engagement sur cet aspect-là, sur les aspects énergétiques, sur les aspects de consommation d'eau, sur les aspects de
de matériaux, beaucoup de matériaux biosourcés dans le bâtiment. Le carbone qui a été utilisé, le béton qui a été utilisé, pardon, est plutôt bas carbone. Est un béton bas carbone, exactement. On a fait des arbitrages, ça a été les discussions avec la maîtrise d'œuvre qui nous a bien accompagnés. Au départ, on voulait faire un bâtiment tout bois. On a, au niveau du budget, arbitré en disant, bon, le rez-de-chaussée, on va faire un rez-de-chaussée béton bas carbone, structure, poutre, piliers, béton. Mais après, le reste, les murs resteront en bois et le bois est visible. Le bois est visible et il est à l'intérieur aussi parce que même la partie, on est en fibre de bois sur les plafonds et les fobs. On est où ? Pardon ? On est où ? On est où, pardon ? On est sur Avignon. On est sur Avignon. On est sur Avignon, donc en zone méditerranéenne, avec des gros enjeux liés au confort d'été. L'hiver, il fait froid, certes, mais bon, ça, on le gère relativement bien. L'été, il faut qu'on arrive à gérer les fortes chaleurs, quand on dépasse 40 degrés. Avec, par exemple, parmi les enjeux, on n'a pas de climatisation sur ce bâtiment. On est sur un système de géocooling, donc c'est l'eau de la nappe qui vient rafraîchir le bâtiment au travers d'un échangeur sur la centrale de traitement d'air. Donc on arrive à tenir une température très correcte l'été, même avec des pics de chaleur, grâce à ce système. Alors je me tourne vers vous maintenant. On a fait le tour un peu de vos besoins et du bâtiment. Oui. Alors beaucoup. Je laisserai Clément présenter tous les choix de matériaux, notamment bois, linoléum naturel, le cool roof, etc. Bon, il y a tout un tas de. Allons-y. Mais d'abord le contexte. Qu'est-ce que vous trouvez en arrivant ? Une parcelle vide ? Alors, le contexte en arrivant, donc dans le brief qui est donné, parce que en fait c'est une maîtrise d'ouvrage privée, mais qui a quand même organisé un concours. Donc dans le brief du concours, on veut la médaille d'or au niveau BDM et on veut un bâtiment qui soit emblématique de notre activité. Donc la parcelle qui est choisie, c'est une parcelle qui est sur une ancienne trame agricole, donc qui est marquée à Avignon par des haies de cyprès qui sont pour barrer le vent venant du nord. Donc on trouve une parcelle qui est très bien orientée pour la construction bioclimatique, qui est nord-sud, avec une haie de cyprès un petit peu plus au-dessus pour barrer le vent. Et donc une zone finalement anciennement agricole, mais une zone maintenant d'activité, donc plutôt dédiée au tertiaire, avec un encouragement de la collectivité à accompagner des entreprises qui ont des projets de construction durable. Donc nous, on trouve un terrain vide, à peu près plat, on trouve des grandes ambitions et un budget qui est somme toute raisonnable. Donc c'est-à-dire qu'on a un budget qui permet de construire, mais pas non plus de construire un monument ou un ovni, quoi. On est dans de la construction courante et c'est un peu ça l'engagement, la difficulté dans ce concours, c'est de répondre aux attentes d'une architecture un peu iconique, aux attentes de durabilité extrêmement exigeantes et en même temps de maintenir le budget. Alors ça se traduit comment ? Alors ça se traduit par finalement un bâtiment assez compact, donc un bâtiment qui est rectangulaire, un bâtiment avec des façades qui sont très différentes en fonction de leur exposition, donc une façade sud avec des grandes casquettes qui protègent les menuiseries, une façade nord qu'on montre un peu moins, parce que c'est une façade un peu plus austère, une façade en maçonnerie avec des petites fenêtres pour se protéger des infiltrations d'air quand il y a les jours de grand vent. Ça aussi, ça se traduit par un parking qui est déporté. Au départ, il était imaginé sous le bâtiment, mais c'était trop onéreux pour garer 30 voitures. Donc on a plutôt travaillé un parking extérieur végétalisé avec une pergola en métal réemployé, etc. Donc ça se traduit par un peu de la notion de bon sens et surtout ça se traduit par cette volonté commune exprimée par le maître d'ouvrage de travailler ensemble. Donc en fait on construit un grand atrium pour ventiler le bâtiment et à l'intérieur de ce grand atrium on construit un mur en terre crue, donc avec une ossature bois et des briques en terre compressée qui permettent de stocker aussi la température la plus fraîche possible, donc celle de la nuit, celle de l'intersaison, pour essayer de la garder le plus longtemps possible. Donc une multiplicité de matériaux et de modes constructifs, ce que vous disiez en introduction. Et ça, c'est pour avoir à la fois le bon matériau au bon endroit, mais aussi pour pouvoir rentrer dans un budget, c'est ça ? Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas pu déployer une vision finalement un peu dogmatique en disant on tire un grand coup de crayon et on déroule, on fait du bois partout. Au début, au concours, on avait peu de temps, donc forcément on était un peu dans
dans cette stratégie-là, de dire on va vous faire une structure bois intégralement, et puis elle sera adaptée aussi bien au rez-de-chaussée, qui est plutôt des ateliers de formation, donc avec une grande hauteur, et puis elle sera aussi adaptée au bureau. Et en fait, en travaillant au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il fallait commencer à hybrider un petit peu ces solutions. Et du coup, si on voulait garder la terre compressée, il fallait changer un petit peu de stratégie sur la façade nord, donc revenir avec de la maçonnerie, etc. Et du coup, optimiser au fur et à mesure, tout en gardant les principes fondamentaux d'une construction qui est très ambitieuse. Alors, on a fait le tour du projet. Enfin, on n'a jamais fait le tour, mais allez-y. Peut-être un point qui est important sur ce bâtiment, c'est, Clément l'a évoqué, l'inertie thermique du bâtiment qui permet justement de garder la fraîcheur l'été et la chaleur l'hiver. Et aussi une très forte étanchéité à l'air du bâtiment. On a eu des super résultats en fait en termes de tests d'étanchéité à l'air avec des niveaux qui sont de mémoire 30% inférieurs au niveau qui est attendu maintenant dans la construction actuellement. Donc on est sur un bâtiment qui est très compact, beaucoup d'inertie et peu d'échange d'air avec l'extérieur, qui fait que on économise beaucoup d'énergie dans le chauffage et le rafraîchissement. Vous maîtrisez la ventilation en fait. Tout à fait. Je me tourne vers le constructeur. Quel a été le challenge pour vous sur un projet comme celui-ci et comment vous répondez aux besoins des uns et des autres? Le bâtiment Fooding, aujourd'hui, on voit qu'il y a haute exigence en termes de choix des matériaux, en termes de performance et en termes de coût de construction. Nous, on s'inscrit, donc l'équipe de maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage ont travaillé sur tout l'ensemble de ces sujets pour trouver les leviers pour atteindre leurs objectifs. Et donc nous, on s'inscrit dans l'un de leurs choix, qui a été notamment compléter si je me trompe, mais de privilégier le local. Donc la majorité, toutes les entreprises en fait, toutes les entreprises qui ont participé à ce projet étaient des entreprises locales, à moins de 1h30, en gros 150 km autour du bâtiment. Donc ce qui traduit déjà les compétences en région pour atteindre et réaliser ce type de projet. Et nous, on s'est inscrit là-dedans. Donc nous, on a apporté notre expertise au niveau du bureau d'études, notamment, parce que c'est un projet mixte, au final. Donc les interactions avec le gros œuvre, les interactions avec le menuisier, bien sûr, la terre crue. Et autant ça a été peut-être un choix économique, mais techniquement, pour nous, du coup, ça devient plus compliqué. Donc, ce qui est plus compliqué, c'est les interfaces métiers ou c'est les interfaces matériaux? C'est les techniques sur les interfaces entre les matériaux, entre les matériaux de structure, parce que je parle de structure, où cela nécessite de nos bureaux d'études d'avoir de l'échange, de la technicité pour pouvoir comment s'accrocher, comment gérer derrière tout ce qui est structurel, les efforts sismiques, enfin les efforts bien sûr, mais d'une part, mais bien sûr tout ce qui est les réglementations feu, acoustique, thermique. Donc ça apporte de la technicité et une exigence complémentaire qu'on a pu apporter. Donc, et ensuite, aussi dans le choix des matériaux, nous sommes labellisés PEFC et Bois des Alpes. Et donc on a ce projet, nous, la matière première est issue du circuit local, également, Bois des Alpes. Et donc le petit point supplémentaire pour terminer ces propos, c'est le choix de travailler avec le local est une force que ça permet quand même. C'est des entreprises, la plupart du temps se connaissent, leurs bureaux d'études se connaissent, les échanges sont beaucoup plus rapides et il y a un état d'esprit qui est plus du collectif que de l'individuel, quoi. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, c'est vrai que sur le choix de passer finalement en consultation tout corps d'État. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup d'entreprises différentes qui ont des manières de travailler différentes, des cultures d'entreprises différentes. Le maçon, c'est pas la même culture d'entreprise que le charpentier, qui ont des tolérances aussi d'exécution qui sont différentes. Un bon ouvrage en maçonnerie, il est moins précis qu'un bon ouvrage de charpentier. Et donc du coup, c'est vrai que là, on a fait se rencontrer un petit peu ces différents mondes qui se connaissaient
qui se connaissaient, mais qui ne se côtoyaient pas forcément sur les chantiers. Et du coup, c'est vrai qu'en coordination, il y a eu beaucoup de travail, même si ça a l'air de rien, parce qu'on est quand même sur des ouvrages finalement assez classiques en termes de technicité, mais voilà, de se rencontrer ces différents mondes qui se connaissent, enfin qui se côtoient, mais qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas forcément travaillé ensemble, c'était une vraie gageure du chantier. Oui. Peut-être un élément pour illustrer le propos aussi sur les aspects économiques. On arrive sur un bâtiment au global qui est autour de 2100 € le mètre carré. Donc c'est plutôt, on pense, un bon résultat par rapport aux efforts techniques et à l'engagement qui a été porté dans ce bâtiment. Et là, j'en profite pour remercier les collectivités, le conseil régional de la région Sud et le Grand Avignon qui nous ont soutenus dans cette dynamique et qui illustre la dynamique plus globalement de la filière agroalimentaire régionale. On a deux illustrations, celle de la construction bois et celle de la filière régionale agroalimentaire. Juste sur les modes constructifs qui ont été utilisés, vous êtes venu accrocher des façades sur une structure béton, c'est ça ? Ou je caricature ? Là, en fait, il aurait bien aimé qu'on fasse ça, mais on n'a pas fait tout à fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait et pourquoi vous auriez bien aimé ? Il y a deux modes constructifs. C'est le dernier niveau. Le dernier niveau est un full bois, donc on est en mur structure, ossature bois, avec une charpente bois. Donc on est en full bois structure au dernier niveau. Et le R+1, c'est de la FOB, c'est de la façade. Où là, la petite particularité, sur ce projet, en tout cas, on a reçu les plans comme on les a eus, on a dû insérer nos façades entre dalles. Donc ça amène une petite complexité, notamment lors de la mise en œuvre. Voilà, c'est le seul petit détail. C'est un petit détail. Vous auriez préféré que les architectes travaillent autrement. J'aurais préféré passer devant les nez de dalle, mais bon, voilà. Et pourquoi on n'a pas pu passer devant les nez de dalle ? En fait, et après, on arrêtera de vous embêter avec ça. Lui, il préfère qu'on passe devant les nez de dalle. Nous, pour traiter l'incendie, on préfère finalement que ce soit le béton qui traite le coupe-feu entre les deux niveaux. Et donc, du coup, de garder le béton. De faire pénétrer la FOB entre les deux dalles. Mais en mise en œuvre, c'est un peu plus compliqué. Oui, parce que là, il faut être ultra précis, et ce qui n'est pas toujours le cas des maçons, c'est ça ? C'est ça. Bon. Il faut pour faire des retours d'expérience et travailler ensemble et pour performer les prochains bâtiments, quoi. Bah écoutez, merci messieurs. Il y a une question que je ne vous ai pas posée. Pourquoi Foodin ? Pourquoi Foodin, c'est-à-dire ? Pourquoi ce nom ? Ce nom parce qu'on voulait illustrer à la fois un réseau, une communauté d'entreprises de la région, une dynamique et une activité, le food, tout le monde le comprend. Et puis agroalimentaire ou agroalimentaire quelque chose, ça accroche un petit peu, même si on est fier de notre secteur. Donc la partie food-in, c'était assez naturel et ça passait bien. On comprend assez vite, food-in, qu'on est dans le secteur alimentaire et qu'on essaie d'être dynamique, d'avancer. Écoutez, merci beaucoup messieurs d'être venus sur le plateau de Bâti Journal nous parler de Foodin, un beau bâtiment bois, terre, béton bas carbone. Une émission, un temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous enregistrons ici sur notre plateau, sur notre chaîne Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab, le Forum j'ai vraiment du mal à terminer, le Forum international du bois construction et nos deux partenaires presse que sont le magazine 5 Façades et Woodsurfer. Merci à vous. Merci.